Bah, merci pour l'accueil déjà. Comme je le disais, je vais faire un tirage au sort à la fin pour gagner quelques lots qu'il y a ici. Donc si vous voulez vous enregistrer, je remettrai les slides à un moment. Et je vais avoir qu'une seule slide juste pour me présenter brièvement. Et après c'est parti, ça va être principalement la démonstration sur comment j'utilise GitHub Copilot, plus que ce que c'est GitHub Copilot, parce qu'en fait ce qu'est GitHub Copilot, ça change tout le temps. Ça c'est un point qui est important, c'est que tous les mois ça change. Et quand je dis GitHub Copilot, c'est probablement toute l'industrie de l'IA pour les développeurs. Donc 5 ans que je suis chez GitHub, et j'utilise GitHub Copilot depuis septembre 2021. Ça a démarré en juin 2021, moi je l'utilise depuis septembre, et j'ai suivi les évolutions du produit, qui avait commencé simplement par de la complétion dans VS Code, et maintenant on est sur une plateforme qui utilise plein d'agents. Alors un agent ça veut tout rien dire, mais en fait qui fait plein de choses pour vous. Et donc qui change vraiment notre métier de développeur. Alors ce que j'appelle un développeur, ça va être développeur, c'est n'importe quelle personne qui va utiliser un VS Code, un éditeur, un terminal. Et plus ça va aller, plus on va aller en amont vers aussi les PO, les PM, et plus on va aller aussi vers les gens qui sont dans de la prod et de l'exploitation. Vous avez un log, vous posez une question, ça vous aide. Et là moi je vais me concentrer uniquement sur ce que fait GitHub Copilot. Tous les autres outils autour, que ce soit le Copilot de Microsoft ou d'autres outils d'IA qui vont aider dans la partie prod, par exemple, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas ma compétence. Et sur la partie, quand je dis que je développe avec Copilot, il y a deux parties. Il y a une partie où je développe des démos, comme je vais le faire ce soir, très spécifiques, juste pour essayer de tester une nouvelle fonctionnalité. Mais je maintiens également un projet qui s'appelle Winder.org. C'est en étant très prétentieux, et j'ai un sourire, donc quand j'ai un sourire, c'est que je vais dire une bêtise. C'est le Strava de la planche à voile. Et en fait, malgré tout, c'est important pour moi parce qu'en fait, j'analyse les traces GPS des gens, je les calcule et j'expose ça dans un site web, je fais du Python pour traiter des images, je mélange plein de technologies pour me retrouver un petit peu dans votre situation qui est de développer une application pour la prod, c'est en prod depuis 2017. Et avec des technologies différentes qui évoluent, des vieilles, des neuves, et pour voir comment l'IA peut m'aider à tous les niveaux, que ce soit pour la base de données, pour du front, pour du back. Alors j'aime pas le front, et le front me le rend bien également. Alors mais malgré tout, avec l'arrivée de Copilot, je me permets de faire des choses que je n'aurais pas fait auparavant. Donc, qui utilise GitHub Copilot? Ah c'est chouette, merci. Qui utilise d'autres outils? Alors quand je dis d'autres outils, je considère que ChatGPT et des choses comme ça, c'est pas des outils pour les devs. Qui utilise d'autres outils pour le dev? Cursor, Windsurf, Cloud Code, OpenAI Codex, Antigravity, j'en ai oublié, Hero, OpenCode, pardon? Lovable. Ah tiens, on va commencer par ça. Tiens. Donc, oui, il y a eu plein d'outils qui viennent avec des approches un peu différentes et on a terminé par Lovable. Alors évidemment, Lovable, c'est pas un outil pour les rares, évidemment. C'est pas un outil pour les développeurs. Mais par contre, il y a quelque chose qui est intéressant dans GitHub, c'est à partir du moment où vous avez accès à GitHub Copilot, tout le monde a accès à GitHub Copilot/Copilot, qui vous permet de poser des questions orientées plutôt développeurs, et vous allez avoir les mêmes capacités que ce que vous voyez dans votre IDE, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à plusieurs modèles. Et comment moi j'utilise ça? En fait, je vais l'utiliser souvent quand j'ai une idée où je veux écrire une spec, définir une architecture, un petit peu comme tu le ferais dans Lovable, sauf que moi je ne vais pas utiliser la partie vibe coding de GitHub Copilot, je vais le faire ailleurs. Et je me suis d'ailleurs, j'avais commencé à faire j'ai pas l'impression de bouger. Je vais juste vous montrer, c'est pas ça. Voilà, c'est celle-là que je voulais. Alors là, je vais le faire en français, donc je démarre une nouvelle conversation. Sur cette conversation, je vais simplement lui dire j'aimerais créer une application comme Yuka prend
tu peux m'aider à créer un PRD, donc je lui pose des questions, je voudrais des données qui viennent là, etc. Point important, pose-moi des questions si tu ne comprends pas quelque chose. Et ça, il faut toujours le faire maintenant. Quand vous bossez avec l'IA, vous verrez que je ne vais pas toucher au code, quasiment, je ne vais pas ouvrir mon éditeur de code, quasiment. N'hésitez pas toujours à lui dire, pose-moi des questions si tu as besoin de quelque chose. Alors les modes plans vont le faire automatiquement, et en fonction de votre besoin, vous allez utiliser différents modèles. Alors vous voyez ici, j'ai Claude Opus 4.6 qui est sorti jeudi soir, je crois. Jeudi soir, je faisais un meet-up. Pendant le meet-up, quelqu'un a dit « Oh, Claude, Anthropic a sorti un nouveau modèle. » J'ai rafraîchi VS Code, ouf, le nouveau modèle était là. Ça, c'est sympa. Donc, si je pose la question, je vais interagir avec GitHub, comme vous le feriez avec un ChatGPT ou autre. Et là, il va m'aider, il va me poser des questions. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai déjà le nom de l'application? Est-ce que je veux faire des choses ou pas? Et à la fin, je vais lui demander de me créer un PRD. Comme je vais perdre du temps à taper, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à la fin. Donc, ça, c'est... Qu'est-ce que je me perds dans mes... Hop. Je cherchais mes réponses. Alors, je vais dire, je te laisse choisir avec un stockage local web, local navigateur et Next.js et ChatCN. Donne-moi les... Et en fait, il va me créer des fichiers ici dans github.com. Après, je pourrais lui demander, il va me proposer de créer un repo ou autre. Mais ce que j'avais fait plutôt, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je vais plutôt lui demander de le télécharger en local. Alors pourquoi je vais faire ça? On va le laisser travailler, ça prend un petit peu de temps. Parce qu'il y a plein de façons de travailler avec GitHub Copilot. Je vous ai montré dans le navigateur uniquement en interaction. J'aurais pu aller chercher sur un repo, poser des questions sur le repo. Et je peux également aller... si ici, j'ai mon répertoire où j'avais téléchargé des fichiers, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rf yaka et rm copilot instruction, et je vais juste vous montrer à quoi correspondait à la fin quel était le résultat des différents fichiers que j'ai créés. Donc, il m'a fait un fichier, un PRD en posant des questions. Je lui ai demandé, tu vas chercher telle information. C'est cette partie-là sur laquelle il faut passer le plus de temps. En fait, plus vous allez passer du temps à lire et à préparer le travail que vous allez utiliser pour faire un plan, pour faire une architecture, plus l'IA va faire ce que vous lui demandez. Et souvent, la question à laquelle il faut répondre, c'est comment je le ferais si je n'avais pas l'IA. S'il n'y a pas de réponse, il ne faut pas se lancer, il ne faut pas laisser l'IA deviner, il faut plutôt essayer d'y répondre et vous mettez le contexte qui vous intéresse dans le contexte de l'IA. J'ai besoin de définir l'architecture. Donc typiquement, dans l'architecture, moi je l'avais défini que je voulais une stack en particulier, qu'est-ce que je voulais tester, etc. Donc je relis cette partie-là. Et là, en fonction de la façon dont vous aimez travailler, soit vous utilisez la ligne de commande, soit vous utilisez le VS Code. Là, je vais juste vous montrer qu'on a un nouveau produit qui est sorti, une nouvelle façon d'interagir avec GitHub Copilot, qui est la CLI, qui est sortie fin septembre. Et il doit avoir eu 150 releases depuis fin septembre. C'est quelque chose qu'on pousse. Et une façon d'interagir avec ça va être... Alors, faites-le en faisant très attention si vous utilisez le mode YOLO, d'accord? Là, c'est parce qu'en fait, je vais lui dire, tu bosses, je te laisse bosser comme tu veux, tu choisis ce que tu veux, tu as le droit d'écrire sur mon disque, tu as le droit de lancer des commandes extérieures si tu as besoin, donc des curls et des choses comme ça. L'idée ici, c'est plutôt d'utiliser, alors je ne le fais pas là, mais un conteneur, comme ça vous êtes tranquille, il ne dira pas, en tout cas, une restriction sur le conteneur. Et donc, là il va partir, je ne sais plus quel modèle est utilisé parce que c'est le dernier modèle que j'ai configuré. Donc là il va travailler en tâche de fond, ok? Là il va travailler, on va le laisser bosser. Et il va utiliser, alors je ne sais plus si je vais demander d'utiliser plusieurs agents en parallèle, mais s'il y a besoin, il va travailler avec plusieurs agents qui pourraient être plusieurs agents qui sont sur plusieurs modèles. Donc la première tâche c'est ça.
Et comme on est sur le groupe d'utilisateurs Java, je me suis dit, je vais prendre Pet Clinic comme exemple pour vous montrer comment vous partez d'un projet sur lequel vous n'avez pas encore mis l'IA, au sens, vous n'avez pas préparé le travail pour bien utiliser Copilot quand vous codez, par rapport à un projet existant. Donc on va prendre celui-là, classique, et en fonction des questions, en fonction des besoins, on partira sur des cas d'usage un peu différents. Donc je récupère Pet Clinic. Je pourrais utiliser IntelliJ, je ne vais pas l'utiliser IntelliJ, je vais utiliser principalement VS Code, et vous allez voir pourquoi, de toute façon on ne touche pas au code. Okay. Quand je dis on ne touche pas au code, je n'utilise pas l'éditeur de code pour travailler. Quand je travaille sur mon projet perso, qui est un projet dont le backend est en Quarkus, j'utilise effectivement IntelliJ pour naviguer dans le code, etc. Mais la plupart du temps, quand j'ai des commandes plus compliquées à faire, soit j'utilise le terminal, soit je passe sur VS Code comme ça. Alors pourquoi? Je vais vous montrer tout bêtement pourquoi. Parce qu'après, c'est selon la façon dont on travaille, si on fait feature matrix, vous avez la matrice des possibilités de l'outil par IDE. Sachant que VS Code est celui où il va avoir le plus de fonctionnalités. Donc si on regarde, voilà toutes les fonctionnalités, alors il y a plein de choses, la gestion des skills, le code referencing, etc. D'accord, il y a plein de choses. Quand je passe sur JetBrains, donc quand je passe sur IntelliJ, il y a quelques différences. Mais j'ai pas envie de me poser la question, est-ce que la différence est présente ou pas? Je préfère simplement me dire, j'ouvre mon repo sur GitHub et j'ouvre mon repo sur IntelliJ et sur VS Code. Et je passe mon temps, je vais lancer une commande plus compliquée ici, je vais gérer plusieurs agents, quand j'ai terminé, je repasse comme ça. D'accord? Moi, c'est comme ça que je travaille. Si vous voulez avoir accès à Copilot, Copilot est disponible, vous pouvez mettre des instructions et compagnie. Et c'est pas comme ça que je travaille personnellement quand je fais du Java. Je compile sur, je ne sais pas coder en Java sur VS Code, donc je compile et je débug sur IntelliJ, mais la partie IA, je la fais dans VS Code. Donc je vais repartir sur mon projet Pet Clinic. La première chose à faire, c'est que faut arrêter de penser que l'IA c'est de la magie, d'accord? Il faut le guider. Plus vous allez guider l'IA, plus elle va vous aider. Donc moi, avant de faire quoi que ce soit sur un projet, je vais lancer, alors on a plusieurs façons de le faire. Je vais zoomer, je vais dans le chat qui est là, d'accord? Soit je fais un init comme ça, et vous voyez, il va me créer ce qu'on appelle un fichier d'instruction. Un fichier d'instruction, c'est ce qui va être utilisé à chaque fois que je vais poser des questions à GitHub Copilot, à chaque fois que je vais écrire du code, à chaque fois que je vais faire quelque chose. Et il y a une autre façon de le faire, ça va être ici, générer des instructions de chat. Et si on est sur la ligne de commande, on va le faire tous ensemble, comme ça je peux faire la même chose. C'est-à-dire ici, si je lance la ligne de commande, sur le répertoire dans lequel je suis, alors l'autre il tourne toujours derrière à essayer de me faire une application. Et là je fais init. D'accord? Alors on va rester dans VS Code, on va le faire de façon ancienne. Alors ce qui est rigolo, c'est que la façon ancienne c'est avec la souris et la façon moderne c'est sans la souris. Et on va regarder le prompt qui est envoyé. Il faut vous inspirer de ce genre de choses quand vous travaillez. C'est les prompts qu'on met dans nos outils, dans les plans, etc. Ça va être une bonne source d'inspiration quand vous voulez faire quelque chose sur votre code, quand vous voulez interagir avec votre code. Donc je lui dis, tu analyses la code... Ah, moi je lui ai rien dit, pardon. Mais le prompt fait ça. J'analyse la code base, tu te concentres sur comprendre les problèmes principaux de ton application, comment tu fais le build, qu'est-ce que fait l'application, comment tu fais les tests, et si tu utilises un autre outil, tu regardes si tu n'as pas déjà fait ces fichiers de configuration. Alors actuellement, il y a une standardisation autour de agent.md. Moi j'ai tendance à encore utiliser des instructions, parce que je sais comment sont utilisées l'instruction sur toutes les façons dont travaille Copilot. Dans les IDE, dans la ligne de commande et sur le cloud.
Là où en fait les agents au niveau plus élevé sont utilisés de la même façon partout, mais dans chaque répertoire ne sont pas encore supportés partout. C'est pour ça que je vais plutôt travailler avec les instructions, mais c'est la même idée. Là il est en train de travailler. On voit, vous voyez ici j'ai un agent qui travaille, qui fait quelque chose, mais je peux poser d'autres questions. Et quand on va poser des questions, on va essayer de se poser la question quel modèle j'ai besoin. On parlait de, on va cramer des arbres, je ne sais plus ce qu'on s'est dit en plaisantant. Oui, ici j'ai différents modèles. Et j'en ai beaucoup, j'ai accès à beaucoup de modèles chez GitHub, parce qu'en tant qu'employé, on a accès à tous les derniers modèles. Et les modèles qu'on m'a laissé configurer, vous voyez là actuellement, on est en train de travailler sur un modèle avec 1 million qui va sortir en preview dans quelques temps. Là, si j'ai besoin de faire quelque chose, je vais poser une question bête et technique. Je ne veux pas modifier le code, je veux juste savoir par exemple comment on lance l'application. Je vais plutôt prendre un modèle plus petit. Je vais passer en mode ask, agent ou plan. Le mode agent, c'est le mode qui va réfléchir tout seul, qui va agir et qui va lancer des outils, modifier le code, créer des fichiers. Si vous avez du MCP, du modèle contexte protocol, que vous avez probablement déjà vu, qui vous permet d'aller lire une ressource, appeler un service maintenant et même visualiser des choses dans VS Code, ça va le faire. Le mode ask, c'est vraiment la conversation. Donc je vais lui demander ici. C'est une demande qui est petite, c'est une demande qui est simple, il n'y a pas besoin de... Donc je pars sur ce modèle. Donc là, en parallèle, il fait plusieurs choses. Vous voyez, là, il a fini la création du fichier d'instruction, il est en train de réfléchir sur la partie instruction, démarrage, et je pourrais lui dire ajoute le français à l'application. Vous voyez, je lance plein de tâches en parallèle. Le gros bénéfice de l'IA, c'est pas uniquement qu'on va aller plus vite sur certaines tâches, c'est qu'il faut vous habituer à travailler en parallèle sur plein de tâches. Là où nous, on n'est pas capable de le faire en tant qu'humain, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de coder avec ma main droite, avec ma main gauche, ici je rajoute une langue, ici je fais des instructions, l'IA va très bien le faire. Toutes les petites tâches dont vous avez besoin, au début, utilisez des tâches plutôt petites, vous les lancez comme ça. Et là, actuellement, je travaille sur la même branche, et par contre, j'ai fait une bêtise, c'est que je l'ai lancé en mode ask, donc il ne l'a pas modifié. Vous voyez, je l'ai lancé en mode ask, donc il ne l'a pas modifié. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux repasser en mode agent et lui demander de la relancer. Quand j'ai dit qu'on allait cramer des arbres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé un fichier d'instruction. Il m'a créé un fichier d'instruction qui est ici. Ce fichier d'instruction, il va être utilisé constamment dans mes discussions. Il va être utilisé constamment quand je vais lancer un agent en tâche de fond. Et donc il me dit, je connais comment est organisé ton projet, voilà des patterns importants, voilà comment ça marche. Ça, pour le faire vivre, évoluer en fonction de votre projet. Vous allez me dire, oui, mais je n'avais pas besoin de lui dire où sont les composants métiers, parce qu'il va savoir le faire. Parce que si on lui dit, ça va plus vite. Si vous me dites de rajouter une langue à moi sur ce projet-là et que je ne connais rien sur le projet, il va falloir que je navigue, etc., et que j'aille chercher où est-ce qu'il y a le fichier properties, si j'ai un framework particulier, etc. Si tu me dis explicitement, va dans ce répertoire-là, parce que c'est là et tout l'internationalisation, il va aller plus vite. C'est exactement pareil pour l'IA. Là, il va travailler comme ça. Ce que je vais faire ici, c'est qu'on va regarder en détail un petit peu celui-là, mais c'est surtout que moi, sur mon projet perso de planche à voile, par exemple, sur le front, j'ai fait une structure un peu différente. Et quand je vous dis que je crée beaucoup de fichiers, ou que là on passe beaucoup de temps à travailler sur la partie configuration, vous voyez ici j'ai des instructions pour les coding standards, donc tout ce que je veux pour la sécurité, quand je fais du TypeScript, quand j'ai écrit des tests avec Playwright. J'ai également travaillé donc, sur mon copilote d'instruction globale qui est quelque part, il est ici. Là, je l'ai fait un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à travailler un petit peu différemment au fil du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un seul fichier gros, j'ai fait un fichier qui définit rapidement le projet, puis deux fichiers, alors des principes de très haut niveau, et après un fichier qui définit l'architecture et tous les composants qu'il y a dans mon projet, un autre fichier qui définit ce qu'elle produit. Comme ça, je vais faire vivre chacune des choses, et si j'ai besoin de mettre à jour, je peux dire mets à jour le produit sur cette fonctionnalité que je viens de rajouter.
Donc vous allez pouvoir organiser ça de votre façon, ce qui fait que si je ferme tout ici, et que je pose une question, je vais rajouter là, comment ajouter une langue à ce projet? Je pose une question, il analyse et regardez ce qu'il a mis dans le contexte. Il a mis mon copilot instruction en premier, les fichiers qui concernent le code qui sont génériques, donc l'internationalisation, les tests et la sécurité. Si j'avais eu quelque chose qui concerne par exemple du Docker ou autre, il ne l'aurait peut-être pas implémenté. Oui. Est-ce que du coup, il utilise à chaque appel tout ça dans son prompt, auquel cas il crame plus de tokens? Il prend plus de tokens. Après, il y a des façons d'optimiser qui s'optimisent plus ou moins tout seul. Donc là, vous voyez, il a pris ces fichiers-là. Je retourne sur Pet Clinic, le projet qu'on est en train de créer ensemble, qu'on est en train de mettre à jour ensemble, parce que de l'autre côté, il travaille sur un projet tout seul. Par contre, cette histoire de token, déjà dans GitHub, nous on va essayer d'optimiser. Vous êtes facturé à ce qu'on appelle à la requête, vous n'êtes pas facturé au token. Le point important sur les tokens, c'est qu'il vaut mieux avoir un prompt, donc un contexte qui va être bien précis. Si tu as une réponse en un coup, même si tu as consommé plus de tokens, c'est mieux que de faire 3 ou 4 requêtes. Donc c'est là qu'il faut trouver l'équilibre. Aujourd'hui, le talent, entre guillemets, dont on a besoin, c'est cette capacité à faire du contexte engineering, faire évoluer les prompts, faire évoluer les contextes. Donc je suis retourné sur Pet Clinic. Je ne vais pas toucher à ça, on va juste voir qu'il a vu qu'il y avait plusieurs bases de données, qu'il a vu sur cette partie-là ce qui se passait, le copilot instruction. Normalement, il va m'avoir répondu sur comment démarrer le projet. Il a compris qu'il y avait du Docker Compose, il a compris qu'il y avait cette partie-là, le limite, je m'en fous. Tac, quelque part, voilà. Donc là, je peux lui demander, alors soit j'intègre comme ça la commande, mais comme il y a plusieurs commandes, je vais en prendre qu'une. Et on va lancer le projet juste pour vérifier que ça fonctionne. Ici, je peux cliquer pour intégrer la commande et en mode agent, il me propose de la lancer. D'accord, là, je vais faire un copier-coller et je vais faire une petite photo volontaire. Évidemment, il n'a pas fait ce que je voulais. Je réessaye et après, je vous expliquerai ce que j'essaie de faire, même si ça ne marche pas. Hop. Voilà. Dans VS Code, il y a un petit truc qui est sympa, c'est que quand vous avez une commande, soit quand il y a un échec ou quand il a besoin de quelque chose, il vous propose de vous aider. Regardez ici, ça a échoué, il m'a fait des petites étoiles, là, vous les voyez. Ces petites étoiles, si je clique dessus, il va me dire, est-ce que tu veux fixer le copilote, est-ce que tu veux une explication ou pas. Là, je ne vais pas le faire, on ne va pas renvoyer une requête. Mais ça peut être intéressant, par exemple, si je démarre un autre chat, et que là je fais un git add et que je le propose ici, générer un message de commit. Il va me proposer le message de commit ici. Ou alors si je vais ici, je peux aller ici, préparer un message de commit. Donc dans VS Code, partout où vous voyez les petites étoiles bleues, ça va vous aider, ça va utiliser Copilot pour faire quelque chose. Et parmi les choses, parce que j'ai peut-être oublié de vous le montrer par la suite, si vous n'avez pas confiance dans votre code et que vous, avant d'envoyer la revue de code à votre tech lead, ou d'une façon générale pour gagner du temps, ce que vous pouvez faire, dans VS Code, c'est pareil dans IntelliJ, dans IntelliJ il y a la même chose, c'est que vous pouvez, ici dans la partie source code, vous cliquez ici, vous avez vu, code review uncommitted change. Donc il va faire une revue du code avant même qu'il soit commité. Comme j'ai pas fait grand chose sur le code, on va aller faire un petit truc. On va aller, je vais taper ça, j'efface. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas dans le code. Message français, je vais effacer ça et lancer la revue. Donc là, en fait, ce que fait GitHub dans ce cas-là, c'est qu'il envoie le diff à notre moteur de code revue. Le prompt, vous ne le voyez pas, ça utilise le modèle un peu particulier qu'on a, qui est basé sur Claude, pour faire de la revue de code, qui est le même que ce qu'on a lorsque vous faites, quand vous avez la chance d'être sur GitHub. Ah oui, j'ai la chance d'être sur GitHub. Si votre code est sur GitHub, dans les pull requests, ici, je vous montrerai après comment j'ai créé les pull requests. Ici, je peux demander au pilote de faire la revue. Par contre, là, j'ai commité et poussé. Première chose à faire, c'est ça. Boum, vous demandez ça, Copilot va faire une première revue de code. Si vous n'avez rien configuré, il va faire une première revue de code qui va être très technique.
Par contre, vous pouvez lui dire explicitement, avec des fichiers d'instruction et spécialement, voilà ce que je veux que tu fasses quand tu fais de la revue. Et il va me faire une revue classique, hein, c'est-à-dire qu'il va me mettre des commentaires. Chez GitHub, cette façon de travailler, quand je dis chez GitHub, c'est les développeurs qui développent GitHub. Le 3e, 4e committeur, alors c'est le nombre de commits, c'est pas la complexité, c'est le code review. Puisqu'en fait, systématiquement, dès qu'on fait une pull request, on demande à revoir le code. Alors je dis on, je ne participe pas au projet, donc je ne devrais pas dire ça. Mes collègues, les développeurs. Et vous voyez, je me suis revenu sur la clinique, il m'a fait cette petite revue. Ah, très bien. Alors si vous avez du code, du technique, etc. Et si vous avez mis des règles, ah, mais si, je sais qui c'est. C'est mon application, ça doit être mon application qui est en train de se créer, qui fait appel à Playwright derrière. Celle-là, celle qu'on a lancée au début. Elle doit être celle-là. Vous voyez, elle est en train de travailler sur l'application Yaka, la nouvelle application Yuka en web coding. Donc si je reviens ici, je vais prendre ça, je vais accepter. Par contre, je suis en train de travailler sur un projet qui n'est pas le mien. Vous savez, je n'ai pas forqué, j'ai récupéré. Je ne vais pas me permettre de pousser du code directement dans le projet PetClinic. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je crée un repo, que je change l'origine et que je pousse mon code. Alors hop, juste avant, ça me permet de répondre à la question par rapport au contexte. Vous voyez ici, il a fait une to-do list automatiquement. À chaque étape, il va recompacter le contexte pour optimiser le nombre de tokens qui est envoyé entre les deux étapes. Par contre, en termes d'échange, en termes de facturation, ça comptera toujours comme une seule requête pour l'instant. Donc ce que je vais faire, j'ai un nouveau besoin. Alors nouveau besoin dans GitHub Copilot, là pour l'instant je vous montre VS Code, après je partirai un peu sur le terminal. Nouveau besoin, nouveau contexte, ça veut dire qu'il faut nettoyer entre guillemets votre environnement. Si vous avez des fichiers d'ouvert, vous les enlevez, vous les fermez, parce qu'ils vont être ajoutés par défaut ici. Regardez, si j'ouvre un fichier ici, par défaut il est ici. Il se met dans le contexte. Alors je peux le retirer, mais la plupart du temps, moi, je travaille comme ça, j'utilise pratiquement pas l'éditeur de texte. Là j'ai une conversation qui concerne le français, ça ne concerne pas la tâche dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je fais? Je démarre une nouvelle conversation. Ici, je vais te faire un plus. Donc, ce que je vais lui demander, comme c'est un peu plus compliqué, je vais prendre Claude, et je reviendrai sur le mode auto dans une seconde. Et là, je vais lui demander, can you create a new private repo in tug on dev? On va l'appeler Boulanger. Boulanger a la chance de ne pas être, même si on ne peut pas savoir que c'est un nom de client. Donc tug on dev Boulanger, change l'origine. Alors, change. Donc là, je lui demande, en mode agent, est-ce que tu peux me créer un nouveau repo sur github.com et modifier l'origine. Alors ce qu'il va faire là, donc si vous regardez, moi j'ai un certain nombre de serveurs MCP qui sont installés. Les serveurs MCP que j'utilise, il faudrait que je vire celui-là, c'est GitHub Context 7 Playwright principalement. D'accord? J'ai fait des tests avec les autres. Context 7, c'est la log de librairie qui sont toujours à jour. Ça c'est le premier que vous devez installer quand vous codez. GitHub quand vous êtes sur GitHub et Playwright pour interagir. Chrome va vous permettre d'interagir un peu comme vous le faites sur d'autres idées. Donc là, en fait, il me propose, alors ça c'est un point qui est important, c'est que avant de lancer une commande, puisqu'on dans les serveurs MCP, on interagit avec le système, on va toujours poser la question, est-ce que tu es d'accord pour m'autoriser à travailler avec ce serveur MCP? C'est pour ça que j'ai mis le mode YOLO tout à l'heure. Par défaut, il accepte tous les outils. Ça se trouve, je vais perdre ma machine, rm-rf, voilà, soit déterminé. Et là, je peux lui proposer. Ah, ça ne zoome pas quand je zoome, ok. Hop. Donc en fait, j'essaie de zoomer des trucs, mais on ne voit pas, donc je vais zoomer comme ça. Donc en fait, je lui propose, est-ce que je continue sur la session et tu autorises toujours cet outil ou tout le temps? Alors je vais lui dire, sur ce workspace, j'autorise. Et là, en fait, j'étais pas authentifié, il demande de m'authentifier, donc il prend ma clé, pas de souci. Donc il crée un nouveau token d'authentification. Et là, ce qu'il va faire,
il utilise le serveur MCP de GitHub pour créer un repo. Et si on regarde ici, dans le terminal, voilà. Il me propose de lancer cette commande. Tiens, c'est pourquoi je suis dessus, mais qu'il n'est pas fait automatiquement. Et là, il va lancer la commande, il commence à travailler. Vous voyez, là, je ne me sors même pas du chat. Je ne vais pas dans le terme. Si je vais ici, j'ai mon nouveau repo, j'ai poussé le code, j'ai normalement la traduction française, parce que je ne sais plus si j'ai committé ou pas, mais j'ai réussi en quelques commandes à faire pas mal de choses. Donc dès que vous avez des choses un peu compliquées à faire, vous pouvez prendre cette approche. L'étape suivante, vous avez un besoin métier un peu plus important. Votre PO, il vient, il a des idées, il veut vous rajouter une table à cette application. Ou il faut rajouter de la doc ou autre. La première chose que vous faites quand vous avez une tâche compliquée à faire avec de l'IA, vous créez un plan. Vous demandez à l'IA de vous aider à créer un plan. Le plan va servir de prompt, en fait, il va être très bien structuré avec les étapes qu'il faut faire. Donc, si par exemple, donc là, une fois de plus, je change de contexte, je démarre une nouvelle conversation, et cette fois, je vais passer au mode plan. Je vous montrerai ce que c'est que le mode plan dans une seconde. On va d'abord l'utiliser. La plupart des outils modernes vous permettent d'utiliser un mode plan. Commencez toujours par ça quand vous avez une tâche complexe. Le résultat à la fin va vraiment être important. Donc, les différents modèles. Donc, la complexité. Alors, il faut connaître un petit peu, il faut s'habituer à quel modèle avec lequel on est familier, on a l'habitude de travailler, d'accord? Pour ma part, j'ai pas encore trop passé de temps sur les codex Max, codex Mini ou Gemini. Mais j'ai passé pas mal de temps avec Opus 4.5 et Claude Sonnet. Donc en fait, ce que je fais souvent, c'est que quand j'ai quelque chose de plus compliqué à faire, je vais travailler avec Opus pour faire la réflexion. Mais normalement, je vais tester avec vous, normalement, quand on fait ça, non, il ne le fait pas, il le fait en ligne de commande, il peut me proposer des choses, des options par rapport au modèle. Volontairement, je switch sur le terminal juste pour vous montrer un petit quelque chose sur le même projet. Hop. Si je fais modèle et que je prends le modèle Codex Max, vous voyez, il me propose quel type de réflexion je vais avoir. Qui va avoir un impact, effectivement, sur les tokens, etc., mais qui surtout va prendre plus ou moins de temps et avoir une phase de réflexion plus ou moins importante. Alors, moi, ce que je vais faire, je reviens dans mon chat ici, je passe en Opus 4.5, et je vais lui poser la question, aide-moi à rajouter une table à mon application. Drug table. Propose alors, évidemment, là, il faut passer un petit peu de temps. Plus vous allez passer du temps à écrire des questions qui est bien précises, plus le mode plan va être précis. Là, c'est relativement simple. Je lui demande, enfin, je ne peux pas faire ce que j'ai fait, normalement, on va définir un peu plus de règles, comme ça, il y aura moins de réponses, moins de questions. Donc, en fait, vous voyez, il fait une recherche, il lance un sub-agent, c'est-à-dire que derrière, il va lancer des choses, des tâches différentes, en fonction de ce qu'il a à faire. Un point qui est important, c'est que pour pouvoir comprendre de rajouter une table, si vous êtes développeur sur cette application et que votre PO, votre tech lead vous dit rajoute une table, ben avant de vous lancer tête dans le guidon, vous allez regarder le source. Vous allez regarder la doc, oh il n'y en a pas. Vous regardez la doc, oh elle n'est pas à jour. Donc vous regardez le code. Et là c'est ce qu'il est en train de faire, vous voyez. Il est en train de regarder où est-ce que dans le code je parle de base de données. Donc il regarde, j'ai vu qu'il y avait H2, MySQL, Postgres, je vois qu'il y a des entités Java, donc je vérifie est-ce que la table drug existe. En parallèle de ça, je peux lancer d'autres tâches. Une tâche que je pourrais rajouter, on va le faire ensemble ici, parce que ça va prendre un petit peu de temps. Je peux lui demander d'écrire de la doc. Ah non, je vais vous montrer le mode plan d'abord, après je vais le faire. Je
voulais vous montrer le mode plan parce que le mode plan c'est vraiment quelque chose qui est important pour comprendre comment on peut bosser. Donc pour vous montrer le source code du mode plan, je vais cliquer sur Configure Custom Agent et vous voyez ici j'ai accès au plan là. En fait quand vous cliquez sur Custom Agent, vous pouvez voir tout le code qui sont disponibles sur, si je vais ici, Configure Custom Agent, vous voyez les différents agents que je peux utiliser. Les agents, ce sont des personas. C'est quel est le profil que je vais utiliser, quel est mon chapeau que je vais mettre. Là, je suis quelqu'un qui est spécialisé dans l'écriture de plans pour comprendre. Si je prends le QA analyst, je suis responsable pour analyser du code pour voir est-ce que mon code est compatible, comment sont les tests. Donc, je retourne sur Pet Clinic, celui sur lequel on travaille ensemble. Je vais voir le plan et on va le regarder ensemble. Hop. Hop. Donc, déjà, il va lister un certain nombre d'outils. Quand on parle du contexte, pour ceux qui ont fait du MCP, si vous ne faites pas attention, vous allez remplir tous vos prompts d'énormément de données qui sont les outils, donc les outils qui sont à disposition que l'IA peut choisir. Si vous autorisez à vous connecter à un Jira, vous connecter à un file system, appeler des API REST, etc., à chaque fois ça met des outils, un couple, une valeur, une description des paramètres, etc. Tout ça, ça prend de la place. L'avantage de lister les outils, ça va optimiser la requête qui sera envoyée, mais également ça va permettre de garantir que là, vous voyez, je ne lui ai pas donné d'accès à de l'écriture de code. Il n'y a que des agents pour lancer, sinon search, read, execute terminal, ça peut lire le terminal output et c'est tout. Donc ça permet de restreindre. On reviendra sur le hand-off dans une seconde. Et voilà à quoi ressemble le mode plan. C'est-à-dire que quand j'ai créé mon plan, la première chose qu'il a fait, il a envoyé ce prompt-là avant d'envoyer ma question. Donc, je suis un agent de planning. Ce que je veux, c'est que tu me crées un plan d'action. Je veux que tu analyses la code base, tu clarifies la demande de l'utilisateur. Donc là, on va voir qu'il va poser des questions. Puis tu crées un plan. Tu es uniquement responsable du planning, tu ne fais pas d'implémentation. Regarde bien, attention, tu touches pas au code. Tu peux poser des questions et tu vas avoir les règles que j'ai mis en place et après il y a un workflow et quelque part normalement on va lui dire de boucler sur le workflow et qu'il va chercher des choses. Tu vas utiliser un agent pour faire de la recherche. Quand vous allez demander une question plus compliquée, plus métier ou autre, il peut aller sur internet chercher des choses s'il a besoin de cette information. Et une fois que tu as fait, voilà le plan dans sa globalité et voilà à quoi va ressembler le final. On lui montre une réponse qu'il faut donner. Pensez comme ça, à chaque fois que vous faites quelque chose de compliqué, vous avez besoin, vous êtes en train de, j'en discutais tout à l'heure avec une équipe, vous remplacez Ansible, vous nettoyez des scripts Ansible, vous faites un agent qui est spécialisé dans l'analyse d'Ansible, qui va respecter vos règles, donc vous allez poser, est-ce que tu peux m'analyser ça pour vérifier que la partie du code correspond à ce que je veux? C'est d'ailleurs ce que j'ai fait là, donc je rechange l'application. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Hop. Je vais utiliser mon agent QA pour lui dire analyse le projet. Réponds-moi en français. Donc là, en fait, c'est le même principe, d'accord? Sauf que mon QA il est responsable de regarder dans les tests unitaires et les tests end-to-end avec Playwright s'il manque des choses. Comme ça, je le laisse bosser en parallèle. Je reviens sur Pet Clinic où je lui demande la création de la table. Hop. Hop. Et là, il me pose des questions. Et la différence entre, si vous êtes développeur, la différence entre l'IA et votre PO ou votre PM, c'est que lui, il ne se lassera pas que vous lui posiez des questions. Et à l'inverse, si vous êtes PM, le développeur ne se lassera pas, donc l'IA ne se lassera pas si vous posez des questions sur le code. Donc, je vais utiliser place descriptions, OK, pas de relation, et là, je vais lui dire twice between 0 Donc j'ai une deuxième question. La deuxième question c'est yes, include delete, OK, submit. Donc là je suis toujours en mode plan, il m'écrit le plan. Et voilà le plan. Il me dit voilà ce que je vais faire. Alors, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si j'ai fait une petite... Alors, ça fait très prétentieux. J'ai fait une démo où j'ai utilisé ça pour migrer Pet Clinic de Java vers .NET.
La première chose que je lui ai demandé, je lui ai dit fais-moi un plan pour analyser ce que tu as à faire. J'ai pris exactement la même approche. Donc vous voyez, il me dit voilà ce que je vais faire. Je vais rajouter une drug table avec ces attributs-là. Il y a bien le prix qui est là, très bien. Voilà ce que je vais devoir modifier. Je vais ajouter l'internationalisation. On n'a pas eu besoin de vous dire, je vais rajouter l'internationalisation, etc., sur les différentes bases de données. Et vous voyez ici à la fin, je vous ai parlé du hand-off, avec mon accent, super accent. Vous voyez ici, j'ai un hands-off, qui est qu'est-ce que je veux faire après. Hand-off, est-ce que tu vas commencer l'implémentation ou est-ce que tu veux créer un prompt à ouvrir dans l'éditeur? Parce que vous pourriez prendre ça et ça devient votre prompt que vous allez pouvoir transformer ou réutiliser. Dans mon cas, je vais lui dire tu commences l'implémentation. J'ai relativement confiance dans GitHub pour que ce truc-là, il puisse le faire tout seul. Donc au lieu de le faire sur ma machine, je vais lui demander de le faire sur github.com, tout seul. Que tu crées la pull request, tu crées la branche. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Vous voyez ici, soit je fais du background, donc ça va créer un worktree, c'est-à-dire que ça va créer une copie de la branche actuelle localement, et ça va tourner dans son coin tout seul, comme ça je peux continuer de travailler sur d'autres fonctionnalités. Je peux aller sur le cloud, et là il va créer la pull request sur le cloud. Alors ce que je vais faire, je vais tricher un peu pour préparer le travail, je vais cliquer ici. Ah zut, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai cliqué trop fort. Hop, donc là je vais lui dire Start Implementation, donc il a le plan au-dessus, donc c'est bon. Take screenshot of the new screen in the PR. Et là, je vais aller lui dire, ce que j'aimerais, c'est que tu travailles sur le cloud, d'accord? Donc là, hop, c'est parti. Est-ce que les changements qui sont en cours sur ma machine, tu les prends ou pas? Non, je vais déléguer. Donc là, j'envoie juste mon prompt, qui est le plan en fait, à GitHub. Parmi les choses qu'on a rajoutées dernièrement, je pense que si je vous le montre ici, on va le voir. Où est-ce que je l'ai mis tout à l'heure? Voilà. C'est que selon la configuration de votre entreprise, vous pouvez même déléguer localement à Cloud ou à OpenAI Codex. C'est-à-dire sans changer du contexte, sans avoir à vous connecter, vous allez utiliser votre souscription GitHub pour appeler les agents Cloud Code ou les agents Codex en fonction de ce que vous préférez. Moi, je vais rester sur du copilote. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière là? Derrière, il a commencé à travailler. Hop, je suis sur le clinique. Il a démarré un nouvel agent. Donc, on voit ici, depuis tout à l'heure, j'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai rajouté des instructions, rajouté le français. Là, j'ai créé un repo. Et on voit ici où est-ce que ça tournait. Et là, en fait, vous voyez que ça tourne sur le cloud. Il y a le petit logo. Je peux aller dessus. Et en fait, là, il va se connecter à GitHub et il va me montrer la pull request sur laquelle il travaille. Alors ça, c'est rigolo parce que selon les équipes, selon les personnes avec qui on parle, il y a des gens qui veulent, mais moi j'aime pas, je ne peux pas suivre ce qui se passe. Alors déjà, on peut suivre ce qui se passe, parce que si je vais ici, vous voyez, la pull request a été créée, il m'a créé la branche. Je peux cliquer ici, et je vois ce qui se passe. Je vois qu'il est en train de lire les différentes ressources avant de travailler. Il a le prompt, on pourrait le voir sur la pull request. La façon dont il faut voir ça, c'est vraiment, imaginez vous êtes le tech lead, peu importe comment on l'appelle, et vous l'avez donné à quelqu'un. Vous n'allez pas vous amuser à suivre minute par minute ce que fait ce quelqu'un. Vous allez attendre que ce quelqu'un vous dise « j'ai terminé, est-ce que tu peux revoir ma pull request ?» C'est exactement le même principe. C'est un changement de mindset, parce qu'en fait là c'est nous qui avons délégué, et c'est pas un humain, c'est un agent. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on dit qu'on va énormément accélérer le développement, c'est que cette tâche-là, si je suis en train de travailler sur une nouvelle application ou sur une nouvelle fonctionnalité, j'aurais pas pu la faire. Il aurait fallu que j'attende que mon backlog se vide pour que je puisse faire ça, ou que je le donne à un autre développeur. Maintenant, là, j'ai pas besoin. Je le donne à mon IA. Là, il y a plus d'un quart de pull requests qui sont créés comme ça sur GitHub, sur github.com. Depuis, je veux dire 7 mois, faut que je retrouve les chiffres exacts. Entre tout, sur toutes les personnes qui travaillent avec GitHub et ça, il y a eu 2,3 millions de pull requests qui ont été faites émerger, qui ont été délégués à un agent depuis le début.
C'est vraiment une façon de travailler aujourd'hui. Et j'ai un petit exemple, comment on travaille comme ça chez GitHub. Je vais vous prendre un exemple concret avec ça. Hop. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'on appelle le Secret Protection chez GitHub. Le Secret Protection chez GitHub, c'est une fonctionnalité qui fait partie d'un module qui s'appelle Advanced Security, où sur vos repos publics, c'est activé par défaut. C'est-à-dire que si vous essayez de mettre un secret dans votre code public, vous mettez votre clé Amazon, vous allez voir qu'elle va être directement désactivée. C'est-à-dire que tous les push, on les analyse pour trouver un secret. Et si c'est public, on appelle le provider. Et le provider vous signale ou désactive la clé. Dans les repos d'entreprise, dans la partie commerciale de cette fonctionnalité-là, en plus, on fait ça, mais en plus on va vérifier si cette clé est valide, pas au sens chaîne de caractères, mais est-ce qu'elle est encore active. C'est-à-dire qu'on demande au provider, est-ce que cette clé Amazon est dispo, est-ce que cette clé Azure est toujours valide. Ça a pris du temps. Parce qu'en fait, il faut le faire pour les centaines de providers qu'on a. C'est pas une tâche compliquée, par contre, c'est une tâche répétitive. Le développeur, il va le faire, copier, coller, réécrire. Et donc là, en fait, on a fait ça. Moi, je dis on, ce sont mes collègues, les vrais développeurs, hein, pas les gens qui font des démos à base de planche à voile. En fait, on a analysé, et c'est ça qui est vraiment important. Comme je pense que j'ai déjà fait ce commentaire tout à l'heure, mais je vais le refaire. Quand vous bossez avec de l'IA maintenant, vous vous posez votre première question, c'est comment je le fais sans l'IA. Si vous savez répondre tac, 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 ça va être très facile à faire avec de l'IA. Si c'est flou, il n'y arrivera pas. Donc là, en fait, ce qu'ont fait les développeurs, c'est qu'ils ont regardé comment ça marche, quels sont les endpoints, qu'est-ce qu'ils font faire pour le code. Et une fois qu'on a créé les validators, on a commencé à le faire, on en a fait quelques-uns. Et après, ce qu'ont fait les devs, on ne peut pas voir, ce qu'ont fait les développeurs, c'est qu'ils ont créé un template d'issue, un template de workflow, une issue, oui, avec non, c'est un workflow, pardon, j'étais perdu parce que je veux dire, c'est pas une façon de faire, donc une issue un template qui a créé l'issue, pardon. Et vous voyez, on a mis à quoi ressemble un exemple de token qu'on va utiliser, comment il s'appelle, quelle est l'URL, etc. Et là, Copilot s'est mis à coder pour chacune de ces choses-là, tout seul. Et en fait, en quelques semaines, on a mis 90 nouveaux types de tokens en prod comme ça. Alors, c'est pas des tokens, c'est de la validation du token en prod. Si vous êtes sur un site de e-commerce, si vous faites du web, vous avez probablement des feature flags un peu partout. Quand vous avez des feature flags, combien de fois par semaine vous les activez, désactivez, et à la fin, quand votre marketing a dit on les garde ou on les enlève, vous retirez le feature flag, le code. Quasiment jamais. Parce que vous n'avez pas le temps. Ben ça, c'est un très bon exemple où ça marche super bien. C'est-à-dire que ça vous permet de diminuer Là, c'est rajouter une fonctionnalité. Vous libérez de la dette technique. Et les exemples que je vous donne sont simples au début. Après, vous allez pouvoir faire des choses plus compliquées, mais à la rigueur, regardons les choses compliquées pour l'IA en local. On va regarder où il en est où, mon développeur, là. Donc il bosse, il analyse, il a créé des fichiers, vous voyez, il a créé des fichiers pour HSQL, donc vous pouvez voir ce que vous voulez. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec le coding agent, c'est qu'ils font des belles pull requests. Je vous mets au défi d'avoir des aussi belles pull requests que ce que font les coding agents. Déjà, il est en mode draft. Parce que pour l'instant, ça veut dire je bosse dessus, il va pas m'embêter, j'ai pas besoin de faire la... En plus, il me met work in progress parce qu'il est en train de coder. Donc ça veut vraiment dire, là, pour l'instant, tu t'y occupes. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il met à jour systématiquement la pull request avec tous les progrès qu'il fait. Si on regarde l'historique des edits, ici, on va voir qu'il y a 5 minutes, il a commencé à faire la liste. Il y a 6 minutes, il a commencé juste avec le prompt. Et il va mettre à jour ça au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'il est terminé. On va être terminé, ça va dépendre de ce qu'on aura défini dans le plan. Là, je n'ai pas spécifié ce que je voulais. On aurait pu définir ce qu'était la definition of done. Dans la partie d'ailleurs, c'est important de définir quels sont les success criteria de notre API. Au cas où j'oublie, je vais vous montrer, je l'ai déjà fait, cette partie-là de la démo, c'est la démo que je fais tout le temps, donc j'ai déjà un exemple, je vais juste vous le montrer comme ça, on n'oubliera pas s'il y a besoin.
Donc quand la pull request, quand Copilot a fini de travailler, il me demande de faire la revue de code. Il la met en draft toujours. Par contre, il me dit tout ce qu'il a modifié. Et il m'a fait les screenshots que je lui ai demandé de faire parce qu'il avait le droit. Donc là, j'ai vu qu'il avait déjà testé un certain nombre de choses. Et je lui avais demandé de faire la revue d'ailleurs. Donc il m'a proposé, j'ai cliqué sur la revue. Alors pourquoi la revue réagit différemment? Comme c'est lui qui a codé, il aurait dû revoir de la même façon, il ne devrait rien avoir à revoir. Non, parce qu'en fait, il ne prenait pas la même chose. Et ça va être un point important quand vous bossez avec l'IA, avec Copilot ou les autres. Quand vous codez avec un modèle, il faut faire une révision avec l'autre. La revue, vous la faites avec une autre. Quand vous codez ou quand vous voulez corriger, quand vous avez des opinions, vous prenez un autre modèle. Ça va vous donner un autre point de vue. Et si possible, avec un agent différent, au sens avec un contexte différent. Et si on regarde tout ce qui s'est passé dans la session, ben en fait, il a travaillé, il a fait ce qu'aurait fait n'importe quel développeur, hein, c'est regarder le code, regarder ce qu'il y a dans mon code, modifier, et voilà tous les modifiés que j'ai modifiés, que je rajoute, donc il documente un peu plus. Et à la fin, je suis perdu, je suis pas dans la session. Non, ça c'est la revue, comme je sais pas si tu veux aller. Aussi, si vous êtes dans Copilot, vous pouvez demander, si vous êtes dans GitHub et vous avez accès à Copilot, quand vous avez une pull request, vous pouvez lui demander d'écrire le message, il va prendre le diff. Comme de plus en plus on crée les pull requests directement à partir de l'IA, on a moins besoin. Ce que je voulais vous faire, c'était la session. Parce qu'il y a un point qui est important. Bim! Effet démo. L'effet démo, j'ai planté GitHub. Je rafraîchis, et si ça ne marche pas, je change de démo. Alors, je ne vais pas insister, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, l'autre derrière, il est toujours en train de travailler, il est en train de créer l'application tout seul dans son coin. Et quand j'ai créé le plan pour lancer derrière quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai également, dans mon autre application, je lui ai demandé de faire une analyse au sens QL. Je vais retourner là-dessus. Je vais retourner sur la partie QL, c'est dans Windows Prompt. Voilà. Donc mon prompt, ça a été simplement, comme j'utilise le mode QA analyste, j'ai pas besoin de lui donner beaucoup d'informations parce que j'ai pré-mâché le travail. Je lui ai dit, tu es un ingénieur QA. Donc il m'a fait l'analyse et il m'a dit, voilà ce qui est couvert dans tes tests unitaires, voilà ce qui est non couvert dans tes tests unitaires, voilà ce qui est couvert en end-to-end avec Playwright, voilà ce qui n'est pas couvert. Et à la fin, j'ai deux options. Alors ça, c'est parce que dans mon agent, je lui ai dit, ce que je veux, c'est que soit tu implémentes, soit tu crées des issues. Mais les tests, ça fait partie des choses les plus importantes de votre application. Là, si je lui demande de faire des tests, je ne sais plus, il va me dire combien de tests à réécrire, j'ai une dizaine, une quinzaine de tests à écrire. Si je le laisse faire tout seul dans son coin, il y a peu de chances que je prenne le temps de bien revoir le code. Donc je me suis dit, plutôt que de faire ça, je vais lui demander de créer des issues, donc de me créer un projet, en fait, de me créer un plan sur lequel je vais travailler. Donc ici, j'ai fait un autre on-off, donc si on regarde la façon dont je l'ai fait, je lui ai dit, à la fin, quand tu as terminé, soit tu fais l'implémentation, donc moi je veux pas de l'implémentation, soit tu passes au mode Task Manager, qui est un autre agent que j'ai créé, et tu vas créer issue parent et les issues pour chaque test qui manque. Mon Task Manager, il est tout bête, hein. Il fait ce que vous avez demandé à un humain de faire. Une fois que vous pensez comme ça va super vite. Après, il faut les tester, les agents. Je suis quelqu'un qui va gérer des tâches, je suis spécialisé pour créer des issues qui sont très belles, et je veux que tu analyses le workflow final, tu vas créer une parent issue qui va ressembler à ça avec ces tags-là, et ensuite, tiens, c'est bon, j'ai 18 thèmes, je peux mettre 18 thèmes. Enfin, c'est parce que c'est sur si c'est pour choix entre les différents types. Tu vas créer les sous-issues, et voilà à quoi correspond mon template. J'ai pas mis mon template d'issue dans GitHub, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que mon template il soit lié à cette tâche-là. Ça, si je veux la réutiliser, hop, je ferme tout, et là, je vais lui dire Create Issues. Donc, il a changé automatiquement au Task Manager, et là, il va travailler, et il va utiliser le serveur MCP
de GitHub pour créer les issues, en espérant que GitHub ne répond. Parce que si on voit la licorne, ce n'est pas bon signe. Et tout ce travail en fait qui est fait autour du contexte, vous avez vu, je vous ai parlé d'instruction, là j'ai parlé d'agents, et il y a également des skills. Vous avez déjà vu des skills, peut-être là, vous en avez parlé, Antonio, ou pas? Ou c'était pas encore sorti? En fait, le truc qu'on dit en plaisantant, c'est pas encore sorti, c'est comme ça sort. Il y a des choses nouvelles tous les mois, voire toutes les semaines, c'est très dur de suivre. Et en fait, la particularité de ce que j'ai fait, si on regarde mes différents fichiers, Copilot instruction, celui qui est au niveau le plus élevé, dans .github, il est utilisé, là, vous voyez, là, il y a mon ami copilote qui est parti faire la sieste. Je vais juste... Ouais, on va attendre quelques secondes. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc en fait, le fichier instruction, il va être utilisé systématiquement dans les conversations. C'est-à-dire que si je vais ici, hop, vous voyez ici, le fichier instruction est utilisé. Ensuite, les autres, ce qu'on appelle les custom instructions, vont être un peu plus fins parce que je peux lui dire sur quel type de fichier je veux que tu sois utilisé. Notamment si vous avez un monorepo, ça peut être très intéressant. On a plein de sites pour dire quand tu vas travailler sur cette partie-là de mon domaine, je vais utiliser uniquement ces instructions-là ou pas. Donc on a vu les instructions globales, les custom instructions. L'autre partie qu'on a vu, c'est le custom agent. Le custom agent, c'est ce qu'on voit ici. Là. Par défaut, il y en a 3, agent, ask et plan, et moi j'en ai créé d'autres. Vous pouvez les centraliser et en avoir plusieurs. Et tout ce que je vous montre là, ça va travailler de la même façon dans le terminal. C'est-à-dire que, quand je dis le terminal, dans la CLI, si je suis ici et que je tape agent, sauf qu'à mon avis, déjà est-ce que je suis sur le répertoire là, oui. Je pense que c'est lié au fait qu'il n'arrive pas à appeler le serveur. Non. Donc il va être utilisé normalement de la même façon, d'accord? On va attendre, on va le laisser se réveiller. Et donc les custom agents, c'est vraiment votre chapeau. Et c'est très très important de passer du temps sur tout ça. Comment vous savez comment faire tout ça? C'est la partie la plus compliquée d'organiser ce travail. Et je reparlerai sur les skills dans une seconde, alors j'espère qu'ils vont me répondre. Hop, ça, Copilot. On a un répertoire, on a un repo qui s'appelle Awesome Copilot. D'accord, GitHub Awesome Copilot, qui est un projet qui est public, qui est en open source, qui contient plein d'instructions. Vous voyez, il y a plein d'agents, d'instructions, de prompts, de skills. Si on regarde les agents, ceux que j'ai utilisés, c'est moi qui les ai créés. Heureusement d'ailleurs. Bon. Mais vous allez aller les chercher ici et vous allez les installer dans votre VS Code, dans votre projet de façon globale. D'accord? Et la partie skill, c'est quelque chose qui est assez récent. Parce que si on regarde les instructions, c'est global. Les custom agents, c'est très spécifique. C'est-à-dire c'est moi qui choisis de prendre une action. Ce qui est intéressant avec les skills, c'est que c'est la responsabilité de l'IA de choisir quelles compétences elle doit avoir, quel outil elle va utiliser à l'instant T. Un petit peu comme quand vous faites du MCP. Quand vous faites du MCP, si on lui dit « crée-moi une issue dans GitHub », la première chose qu'il fait, il regarde dans tous les outils qui sont disponibles, il va dire « ah bah tiens, j'ai un truc qui s'appelle Create Issue, je vais l'utiliser ». Bah là c'est pareil. Et si on regarde, j'espère que je vais pouvoir faire la démo. Si je regarde ici dans GitHub Issues par exemple, j'ai créé un skills, et un skill, vous voyez, c'est un répertoire principal, un skills.md, et après plus ou moins de choses, des références, des scripts, on peut avoir des scripts pour faire des choses. Et ça va vraiment permettre de configurer le comportement de l'IA par rapport à une tâche qu'elle a à faire. Ça, les skills, c'est arrivé par Anthropic, c'est Claude Code qui l'a, Anthropic et Claude qui l'ont créé au début, et c'est supporté par toutes les interfaces de GitHub, que ce soit Terminal, les éditeurs et
et le coding agent. Et ce qui va être très important, c'est ça. La description, c'est ce qui va être utilisé quand vous faites un prompt pour Copilot, pour trouver est-ce qu'il faut que j'utilise une skill ou pas. Il va utiliser ça pour le faire. Alors on peut lui dire explicitement, j'aimerais que tu utilises la skill Create Issue, mais c'est plus intéressant si on a plus sympatoche si on le laisse faire tout seul. Parce que ça veut dire qu'il va s'adapter en fonction de nos besoins. On va essayer de le faire ensemble, on va voir si ça passe. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir des problèmes dans mes démos parce que Copilot ne fonctionne pas. Donc là, je passe en mode agent et je vais lui dire je veux ajouter un écran de gestion des utilisateurs et ajouter leur pays. Peux-tu me créer une issue? Alors comme pour pas tricher, je vais tout fermer là, d'accord? Parce que sinon il va l'utiliser dans le contexte et ça sera plus simple pour lui. Et je lui dis, peux-tu me créer une issue? Je ne l'ai pas testé en français. Tiens. Alors si ça passe, tant mieux. Donc là, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va prendre le contexte, il va analyser son besoin et potentiellement, il va me choisir la skin ce qu'il veut. Et l'idée, c'est que, c'est difficile de faire la démo sans ça, l'idée, c'est de dire que là, comme je lui ai demandé de rajouter un écran ou quelque chose, c'est qu'il comprenne que ce soit une nouvelle feature, et donc il va utiliser le template nouvelle feature. Et si je lui avais demandé, j'ai un bug, je n'arrive pas à me connecter à un serveur, qui utilise le template bug automatique. Ça répond, mais tout doucement. Donc là, je vous ai montré, ça répond pas. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est alors, juste pour le principe, là, c'est pour essayer de trouver un argument, de vous présenter quelque chose. Vous voyez ici, il a utilisé GPT 4 mini, alors que je suis sur Heinku 4.5. C'est parce qu'en fait, pour pouvoir choisir les outils, pour pouvoir savoir ce qu'il a à faire, on est obligé d'appeler le LLM avant de lancer la commande complète. En fait, le GPT 4 mini, c'est le modèle qu'on utilise en interne pour savoir quel outil MCP on va utiliser, quel skill on va utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire, organiser, etc. On fait des appels, on fait plusieurs appels au modèle. Mais jusqu'à quelle heure? 9h30. 9h30, ok. Alors, est-ce que j'ai gardé les écrans ouverts? Parce que ce que je voulais vous montrer, est-ce que ici je vais là, donc ça c'est la grosse démo, c'est le web coding. Je vais vous montrer un petit truc, non mais j'ai même pas là, je vais vous montrer en local puisque je ne l'ai pas je vais éviter de pousser des choses sur GitHub. Quand on travaille avec plus ça va, alors actuellement, plus je travaille dans le terminal, dans la ligne de commande, dans GitHub Copilot CLI. Je pense que ça va devenir pour beaucoup d'entre nous l'outil principal en termes d'utilisation. Parce qu'en fait, ça devient tellement naturel et qu'on laisse tourner, la plupart du temps, on laisse bosser dans un coin, on répond à 2-3 questions, on laisse bosser dans un coin. En fait, ce que je me suis amusé à faire hier ou avant-hier, je ne sais plus, je lui ai dit ce que je voudrais, c'est réécrire cette application. Alors j'ai sauvé, on peut sauver la session copilote, chat, dans des fichiers. C'est ce que j'ai fait là. J'ai commencé par lui dire, tu crées des répertoires, etc. Je lui ai dit, tu passes en mode opus, et ensuite, en mode plan, je lui ai dit, je veux écrire. C'est le plan, ça c'est le prompt que je lui ai envoyé. Donc j'avais cloné en local, donc j'avais un répertoire principal, Spring Boot, et un nouveau répertoire que je venais de créer. Je lui ai dit, je veux que tu prennes l'application Java Spring Boot qui est dans Spring Boot Main, et je veux que tu crées une nouvelle application .NET 10 que tu vas mettre à tel endroit. Tu vas utiliser 5 agents pour travailler en parallèle, un pour analyser la codebase, la base de données, le front, etc. Je le guide un petit peu, utilise Razor, pose-moi des questions, tac, tac, tac. Donc il est parti. Donc là, il est toujours en mode plan, et là, il va me poser des questions, il analyse la codebase, il me dit tout ce qui se passe, et à un instant T, il va me poser des questions
J'essaye de regarder s'il me pose quelque part. Qu'est-ce que je peux lui... Je me souviens plus ce qu'il m'a posé. Si, comment ça s'appelle la même... Voilà. Quelque part, il m'a posé des questions. Quelle base de données je vais utiliser? Est-ce que je vais dissoudre? Et à la fin, je suis passé du mode plan au mode session. Mais le mode plan, j'ai exporté mon plan pour ASLab. Il a posé les questions. Ça, c'est le plan qu'il a créé. Il m'a créé ce plan-là. Vous voyez, c'est très très organisé. Si vous voulez bien bosser avec l'IA, vous pouvez faire des choses comme ça. Il sait telle étape il y a à faire, telle étape il y a à faire, telle étape il y a à faire. Et à la fin, je lui avais dit, quelque part, je lui ai dit, il y a un endroit normalement, alors je ne sais plus si c'est dans le truc qu'il l'a gardé ou pas, mais je lui ai dit, je veux que tu fasses tous tes tests avec Playwright de l'écran de l'application Spring Boot, tu testes tous les écrans là, tu fais la même chose sur mon nouvelle application, et tu vérifies que ça tourne bien. Donc il a travaillé, il a réécrit l'application. Et il m'a fait cette appli-là. Alors c'était intéressant parce que... Moi j'ai jamais fait une ligne de .NET, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. À la fin, il m'a fait une application qui correspondait fonctionnellement à... Et donc je l'ai mis le repo en open source, donc ce qui m'a permis d'avoir du feedback de développeurs.NET. Alors ça a dû travailler pendant 1 heure peut-être pour faire tout ça, mais je ne m'amuse pas à regarder ce qui s'est passé en fait. Je le laisse bosser dans son coin, donc là je l'avais passé en mode terminal. Et vous voyez, il y a eu, si vous vous souvenez de l'application Spring Boot, hein, c'est classique, on a des visites. Par contre, le commentaire qu'on m'a fait, on m'a dit ça n'utilise pas async, wait, de la façon dont on code en .NET, c'est pas propre, etc. Je dis ok, c'est quoi l'étape suivante? Soit je peux lui demander de réécrire en respectant les standards. Alors j'ai pris une approche un peu différente parce que je voulais tester une des nouvelles fonctionnalités du terminal. Et cette fonctionnalité du terminal, bon, je vais essayer de... Où est-ce que je l'ai mis là? Hop, CD, technique, .NET technique. S'il va me l'apprendre. Je peux récupérer une ancienne session. Et allez. En fait, ce que j'ai fait, voilà. Donc, j'ai rajouté depuis le fichier. Est-ce que Awesome Copilot m'a répondu quand même? Que je vous montre comment ça ressemble. Là, c'est la catastrophe. Il ne répond toujours pas. Donc, dans ce répertoire, dans ce repo que je vous montre, j'espère pouvoir le montrer avant la fin, il y a plein d'exemples. Et notamment, il y a des bonnes pratiques de développement, des coding standards pour .NET, pour machin. Donc, je les ai mis dans mon repo. Et vous voyez ce que je lui ai dit avec la commande? Je lui ai dit fleet, ça veut dire qu'il va lancer plusieurs agents en parallèle. Il va y avoir une flotte d'agents qui vont faire ce que je lui demande, donc je pourrais lui dire back, front, etc. Mais là, en fait, comme c'était d'essayer d'améliorer mon projet .NET, et si vous regardez, il y a un mélange de français et d'anglais. Pourquoi il y a un mélange de français et d'anglais? Parce que j'ai fait ce prompt quand je dans le taxi tout à l'heure en venant, et je discutais en français avec le chauffeur. Donc à un moment, je n'arrivais plus à écrire. Donc j'ai lancé la commande. Utilise l'agent, le custom agent que j'ai importé, qui s'appelle C# Expert avec Cloudopus 4.6. Je veux que tu analyses le code et que tu crées une doc expert. Et utilise le modèle OpenAI, le Codex Max, avec l'agent .NET Janitor, donc un autre custom agent. Donc 2 LLM différents, 2 custom agents différents. Et je veux que tu écrives de la doc différente. Donc il a bossé. Là, je lui ai demandé explicitement, je lui ai dit, je veux pas que tu touches le code. Donc je l'ai arrêté avant qu'il fasse le tout, parce que je suis arrivé ici. Et en fait, il m'a écrit de la doc pour me dire comment je dois améliorer mon projet.
qu'est-ce que je dois changer. Normalement, là en bas, je ne sais pas s'il l'a fait cette fois, il va me proposer des improvements sur différentes parties par rapport aux standards de coding qui ont été définis dans les fichiers d'instruction ou les agents. Et plus ça va aller, en fait, plus on va travailler comme ça. C'est-à-dire qu'on prépare le travail, on lance, on prend un résultat. Quand on doit migrer, moi j'ai migré... c'est pas possible. J'ai mis sur mon application, alors peut-être que ça c'est pas tombé, c'est pas sur GitHub, mais ça peut tomber parce que c'est développé par moi, donc c'est pas très stable. Vous voyez ici, j'utilise Leaflet, j'utilise OpenStreetMap pour faire, ça c'est mon site actuel. Il y a un moment, j'utilisais Google Maps. Jusqu'à septembre cette année, j'utilisais Google Maps. Le problème que j'ai eu, un coup, Google Maps s'est mis à me facturer mes requêtes, alors que c'est en prod depuis 2017. Je ne comprenais pas pourquoi, j'ai essayé de débugger, j'y arrivais pas. Mais en fait, ce que j'ai dit à Copilot, je lui ai dit, alors il n'y avait pas de mode plan à l'origine, donc je lui ai dit, fais-moi une documentation, analyse la codebase, crée-moi de la documentation pour me dire quelle librairie utiliser pour utiliser OpenStreetMap, quelle est l'analyse d'impact, quelle est la parité des features, etc., etc. Donc en fait, je lui ai demandé de m'écrire la doc pour préparer le remplacement d'une API par une autre. J'ai mis beaucoup de temps à lire tout ça. Je vais essayer de vous le trouver, parce que je pense que ça, j'avais gardé la doc, donc je vais vous le montrer. C'est les Project Verso. Oui, ici j'ai un certain nombre de fichiers prompt toujours, et là normalement Google Flash Replacement, hop. Donc j'ai gardé la doc parce que je trouve ça intéressant. Donc ça c'est la migration que je lui ai demandé de faire. Je lui ai demandé avant de faire la migration, tu fais l'analyse pour moi. Il faut vraiment vous penser quand vous êtes le responsable du projet, vous allez dire hey, toi je veux que tu bosses sur remplacer Google Maps par quelque chose qui est gratuit. De quelque chose qui est gratuit, moi j'avais jamais bossé avec OpenStreetMap, donc je connais pas les librairies. Donc je lui avais demandé analyse, la feature parity, etc. Donc la première chose, c'est qu'il m'a fait l'analyse des fonctionnalités qui sont disponibles. La seule chose que je lui avais donnée dans mon prompt, je lui avais dit j'ai besoin des fichiers GPX et GeoJSON, qui sont les deux formats de fichiers que j'utilise pour l'affichage. Le reste, il l'a analysé à partir de la codebase. Il a regardé la codebase, il a compris qu'il fallait faire ça. Ensuite, il m'a analysé les différentes solutions. Vous l'avez vu, Leaflet, Mapbox, etc., etc. Et à chaque fois, on va regarder Leaflet, il m'en a recommandé une. Il m'a dit pourquoi, et il m'a dit à quoi je dois faire attention. Ça sent que ça s'est écrit pendant que je prenais ma douche. C'est vraiment, on parallélise la tâche. C'est-à-dire qu'on lui demande de faire quelque chose. Donc il a écrit cette documentation. Donc celle-là, je l'ai lue attentivement pour comprendre, mais en fait, j'ai principalement lu la partie Leaflet. L'autre partie que j'ai lue, en deuxième, ça a été, parce qu'en fait, j'ai pas lu dans l'ordre de ce qu'il m'a proposé, c'est quelles sont les fonctionnalités que tu supportes dans Google Maps et dans Leaflet, et est-ce qu'elles sont présentes. Donc on voit que les trucs de base sont bons. Par contre, pour la partie satellite, hein, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voyait, vous voyez, c'est la différence entre, c'est entre ça et ça. Donc ça c'est strict, ça c'est satellite. Donc la partie satellite, elle est bien supportée, mais par contre, il faut faire attention, il faut passer par des tags qui sont partenaires. Donc il m'a listé tout ce qui était supporté et pas supporté, donc j'ai pu voir rapidement si ça allait poser un problème. Et le deuxième point, j'ai lu 3 docs, c'est pas grave, c'est ici, la partie Current Implementation, qui était, est-ce qu'il a bien compris à quel endroit il fallait modifier le projet. Donc il a analysé tous les endroits, alors ce que je n'avais pas prévu qu'il a fait tout seul, hein, il m'a dit quelles sont les propriétés qui sont utilisées pour chacune d'entre elles. Qu'est-ce qu'il fallait modifier. Je lui ai dit banco, vas-y, fais-le. Il a bossé. J'ai eu un bug, 2 bugs. Il y avait un bug de taille, c'est-à-dire que c'était mal taillé, et l'autre, c'était... Alors je dévie de ma démonstration habituelle, hein, c'est... moi sans LLM, je ne peux plus rien faire. Et en fait, sur l'autre partie,
qu'il n'avait pas réussi à faire du premier coup, j'ai juste à lui dire tu n'as pas réussi à faire le cluster, est-ce que tu peux me le faire? C'est ça. C'est le cluster de l'endroit où sont les sessions par zone pour éviter de voir 145 points sur quelque chose qui est gros comme ça. Donc le clustering d'abord. Je lui ai simplement dit est-ce que je comprends le code? Alors, oui, le code, je pense que je le comprends, mais est-ce que je l'ai lu entièrement? Non. J'ai testé que ça fonctionnait, j'ai vérifié qu'il n'y avait plus, déjà il m'a retiré tout le code Google, etc. Et moi ça m'a suffi. Alors la particularité sur ce projet-là, c'est qu'il est très peu testé. Donc quand je fais des fonctionnalités, alors celle-là c'est pas grave parce que si ça marche pas, la carte ne marche pas, donc mes utilisateurs entre guillemets me répondent tout de suite. Par contre, comme c'est pas bien documenté, c'est pas bien testé, quand j'ai des fonctionnalités qui modifient un peu la base de données, ce que je demande, est-ce que je l'ai ici? Je l'ai peut-être pas. Si, ici. J'avais fait une demande pareille, ça marche avec le... je l'ai fait dans... Alors moi, toutes ces fonctionnalités-là, je les ai fait faire sur github.com, parce que j'ai github.com. Je les aurais fait en agent local, en délégation locale, si j'avais pas eu github.com. Je lui avais demandé, allez, on va tester si ça répond. Parce que vous allez voir, ça c'est une issue qui a été écrite sans l'IA. Il manquait un bouton de delete sur mes choses, donc je lui ai dit, je l'ai mis sous forme de liste, pour que ce soit un plan qui soit simple à comprendre pour l'IA. Je veux faire une opération delete, un soft delete, un hard delete. Le hard delete c'est quand tu es admin, tac, 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 tac. Je lui ai dit, vas-y, bosse. Il a bossé, et à la fin, vous voyez, je lui ai dit, tu rajoutes du commentaire, et tu me fais une doc qui résume ce que tu as fait avec un fichier Mermaid de documentation. Moi, ce qui me permettait de revoir en même temps que le code. Donc il m'a bien dit, j'ai fait un soft delete, donc j'ai rajouté une table. Le hard delete va effacer cette table. Voilà les API que j'ai rajoutées, etc., etc. Et il m'a fait un petit... mais vous ne voyez pas quand ça zoome, donc c'est ça que je zoome ici. Bug de visualisation. Petit bug de visualisation, c'est bizarre. Hop. Et vous voyez, en fait, il m'a documenté le user sequence, etc. Comme ça, moi, ça m'a permis de valider. Ce qui est amusant, c'est que quand il est en hard delete, il a mis en jaune, attention, c'est du hard delete. Il m'a écrit cette documentation. Donc, si je devais la donner en business analyst, je vais dire voilà ce qui a été implémenté. Alors la doc peut être écrite par l'IA, ou la doc peut être écrite pour l'IA. Je ne sais pas où il en est, l'autre petit code là. Alors je voulais quand même vous montrer Awesome Copilot, parce que c'est quand même le repo super important quand on fait du copilote. Voilà. Je vais éviter de cliquer partout, maintenant que j'arrive à arriver sur une page. Donc oui, il y a des agents, il y a des instructions. Donc quand vous avez besoin de quelque chose, certains d'entre vous font du Terraform par exemple. Vous pouvez aller chercher un mode Terraform. Tac, 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 il est où? Je prends Terraform plus parce qu'il est normalement facile à trouver, mais on va en rajouter tellement. C'est beau. Voir si là ils veulent réussir. Voilà. Donc en fait maintenant que j'ai fait ça, j'ai rajouté en faisant un clic mon Terraform dans mon copilote, qui est ici. Azure Terraform, j'ai pris le Azure Terraform. Mais vous voyez pareil, j'ai spécialisé un agent pour une tâche en particulier. Ce que je voulais, vu qu'il est reparti, on va refaire la flotte là, parce que je trouve ça sympa comme façon de travailler. Voilà. Là, en fait, ce qu'il fait, c'est que, je vous ai dit, il travaille en parallèle sur la code base, et là, il va lancer deux agents complètement séparés, avec des modèles qui sont complètement différents. Je vais dispatcher à deux agents pour écrire la documentation, je vais faire la to-do, donc il analyse d'abord comment il doit diviser, et quand il a fini, on va voir qui va faire évoluer les différentes parties de son code. Et vous pouvez travailler sur plusieurs agents, donc vous pouvez imaginer, si je devais faire quelque chose de plus propre, parce que là c'est un monolithe, je lui dirais, ce que j'aimerais c'est que tu crées un agent pour créer ta base de données, qui a un script Oracle ou un script Postgres, plus de ce que je veux, un middleware d'un côté, le front de l'autre, et il travaillera en parallèle sur ces parties-là.
Et pareil pour la revue, on peut faire la même chose sur la revue. Des questions? Oui. Merci. Je voulais savoir si on a une page pour qui pourrait nous montrer tous les agents qui s'exécutent à l'instant T. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que les agents qui sont exécutés localement, tu les vois ici. Tous tes agents sont dispo ici. Les agents que tu as lancés toi, qui tournent sur le cloud en local, dans ta CLI, tu vas les voir directement dans VS Code et sur IntelliJ. Ceux qui tournent sur le cloud uniquement, tu as ce qu'on appelle Mission Control, c'est-à-dire que si tu vas sur ton copilote ici, tu vas voir tous les agents qui sont en train de tourner là. Ça, c'est ceux qui tournent sur GitHub. Et tu peux aller les voir, je suis en train de la partie de Rectable, je ne sais pas s'il va réussir sans s'arrêter cette fois. Mais là, c'est l'agent qui tourne actuellement. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au début, ça paraît compliqué, notamment parce que je fais des tas de trucs dans tous les sens, et donc c'est pas nécessairement très clair, mais après, ta pull request, il va juste te dire, j'ai fini, va vers la revue de ta pull request. En local, tu vas travailler sur un ou deux projets, mais plusieurs tâches en même temps, donc tu vas réussir à les gérer, même sans nécessairement avoir ce dashboard. Mais là, tu les as tous et tu peux les relancer, tu peux les retrouver. Et tu vois ici, j'ai ce qui est local, ça c'est une pull request qui est remote, ça c'est quand j'ai fait tourner de l'OpenAI Codex sur ma machine locale. Si on va sur les autres projets, parce que c'est par projet ensuite. Windercore, non, je ne vais pas avoir beaucoup de... Là, sur Winder, ça sur l'application Java, je fais beaucoup de choses en local. Donc on a principalement du runtime en local. Notamment, tu as des choses où je fais des prompts qui sont plus riches, où je lui demande d'aller chercher des données sur Internet pour me donner des données de test, avec un prompt que j'ai spécialisé. Une fois de plus, beaucoup de choses, ça va être la spécialisation. C'est qu'ici, vous voyez, quand je fais slash, j'ai accès à plein de commandes et j'ai accès à mes prompts custom. C'est-à-dire que si je fais un prompt custom ici, prompt démo Lille, je me suis trompé, je vais aller trop vite, prompt Lille. On va voir s'il sait faire. Est-ce que vous avez déjà posé la question en ch'timi, ce que c'est que Docker? Donc là, je vais appeler Lille. Et donc là, tu vois, il a utilisé mon prompt. Donc moi, en fait, j'ai... Donc on peut écrire la doc en ch'ti aussi. Je n'avais pas testé avant. Oh merde. Et donc, ce qui... Donc pour revenir à je ne sais plus pourquoi je dis ça, oui, pour les points, c'est que faut vraiment passer du temps dans tous ces contextes-là. Donc c'est une API Quarkus, alors maintenant j'ai des skills, à l'époque j'avais pas de skills, donc je le ferai peut-être sous forme de skills. Mon application, c'est un catalogue produit. Dans ce catalogue produit, j'ai des tables pour gérer les flotteurs de planche à voile, les voiles, les ailerons, donc le matériel de planche à voile. Et à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je vais rajouter une table et une API REST en fait. Donc tu vois ici j'ai plein de choses avec mon API REST qui donne
des tables, des entités avec des objets. Quand j'ai besoin de faire quelque chose de nouveau, en Java, je vais lui dire crée-moi une table. Dans mon API, j'ai besoin d'une table, une entité Java, une entité pour les specs, pour les sous-valeurs, une ressource et un service. Ça, c'est quelque chose qui est répétitif. En informatique de gestion, on fait plein de trucs de répétitifs. Donc, plutôt que d'écrire un grand prompt que je vais répéter, j'ai pris le temps. Je lui ai dit, quand tu vas vouloir faire un nouveau endpoint, tu te mets en mode agent, tu commences par créer une branche, utiliser to-do si tu as besoin, tu vérifies que tu as tout bien installé, tu définis les entités avec ces attributs-là, voilà ce que je vais utiliser, et à chaque fois, si tu as du code existant, pour être certain qu'il code comme toi, tu lui dis, inspire-toi de ce que tu trouves là. Donc ça, je fais ça pour l'entité principale, pour le service layer, etc., etc. Ce qui me permet, si je triche un petit peu, de lui dire, je pense que je dois en avoir, j'essaie de voir si je l'ai quelque part. Voilà. Donc tu vois, je lui dis, ah non mais vous ne voyez pas quand je... Slash endpoint, ajoute le mât, et le mât, je veux qu'il ait ces caractéristiques-là, parce que je lui donne quelles sont les parties qui vont aller dans la table, et j'aimerais que tu ailles t'inspirer de ce que tu vois ici, pour créer des données de test. Hop. En fait, Copilot va être capable d'aller chercher sur la page web cette partie-là pour extraire les données techniques qu'on voit. C'est du carbone à 100%, il y a différentes tailles, 370, 400. Donc là, il prend le prompt, il commence à récupérer les informations de fetch, il a fait une to-do, et il va faire toutes les étapes une par une. Alors, je ne sais plus pourquoi je disais ça, parce que c'est pas en rapport avec ta question, mais peu importe. C'est pas peu importe, mais pourquoi j'insiste dessus, c'est parce qu'en fait, vous voyez que j'utilise quasiment jamais l'éditeur de texte. Et ça, c'est très perturbant au début. Quand est-ce que j'utilise l'éditeur de texte? C'est quand je crée les fichiers d'instruction, quand je revois, ou à la rigueur, si j'ai besoin de modifier du code, mais c'est très très rare au bout du compte. Parce que le code que je vais devoir modifier, c'est plusieurs étapes. D'autres questions? Si vous voulez participer au tirage au sort, je vous invite à remplir le formulaire. Bonsoir. J'ai une question sur la partie usage. Vous disiez que la consommation était basée sur le nombre de requêtes. Est-ce que ça va changer ou pas? Ça sera plutôt sur les tokens. Et est-ce qu'il y a plusieurs plans sur la partie usage? Alors je ne sais pas pour la partie token, etc. Pour la partie usage, oui, moi je parle que des souscriptions entreprises. Après, il y a plusieurs plans, il y a des plans perso, etc. Mais je vais parler des deux plans entreprises. Il y a un plan à $19 qu'on appelle Copilot Business et un plan à $39 qu'on appelle Copilot Entreprise. Dans le premier, il y a 300 requêtes tous les mois. Dans le deuxième, il y a 1000 requêtes tous les mois. En fait, c'est l'équivalent du coût de 750 requêtes et on a 1000. Et la façon dont c'est calculé, c'est que vous avez vu ici, est-ce que je vais réussir à avoir les deux en même temps? C'est pas gagné. Non. Et vous avez vu ici, il y a un facteur là. En fait, ça, c'est le nombre de requêtes que ça consomme quand on fait une question. Donc, c'est-à-dire que quand je fais de l'opus, ça va consommer 3 requêtes. Quand j'ai besoin de voir ce que j'ai consommé, je peux aller ici. Alors, c'est un mauvais exemple parce que là, je suis en illimité, moi. C'est beau, c'est un mauvais exemple. Un peu pour l'illimité. Il faut venir travailler avec moi. Si je prends cet utilisateur-là, en fait, j'avais désactivé. Normalement, je te fais la démo avec cet utilisateur-là et je l'ai changé parce que je voulais tester le fleet et je savais qu'il allait consommer beaucoup de tokens, beaucoup de PRU. Et donc là, tu vois, là, il me reste 36% sur les 300. Après, il y a un système de budget, s'il faut dépasser,
qui est basé en fait sur, en gros, une requête c'est 4 centimes. Aujourd'hui c'est 4 centimes une requête, quel que soit le modèle, parce qu'en fait ça va être un facteur. Je remets ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, si vous démarrez avec Copilot, pour vous éviter des choses, il faut passer du temps à choisir un petit peu le modèle, à apprendre à travailler. Moi, quand le mode plan, je le fais avec Opus, donc je fais du x3. L'implémentation, je le fais avec du Claude Sonnet sur des trucs compliqués ou du GPT-5 mini. Dans un cas, c'est une requête ou 0. Et c'est comme ça que je vais travailler. Le mode auto qu'on voit dans les listes aujourd'hui ne s'appuie pas sur la complexité de la requête. Aujourd'hui, c'est juste sur la capacité de l'infrastructure. On travaille pour améliorer ça, pour que je choisisse le bon modèle par rapport à la demande, mais pour l'instant, c'est vraiment sur la capacité. Merci. Alors, on va poser en premier là, et après, comme ça, tu as le temps de passer le micro. Deux petites questions. Je pense que la première, tu as répondu. Ouais, vas-y. Okay. C'est bon, ça marche? Vas-y. Parle bien fort. 1, 2, 1, 2. Oui. Ok. Je pense que la première, tu as répondu rapidement, c'est le mode fleet. Comment ça fonctionnait la facturation en premium request? En fait, ça facture de la même façon. C'est-à-dire que si tu regardes, je vais le tuer ici. Merde. Hop. Voilà, tu vois. En fait, pour l'instant, ça a consommé qu'une première request. Même s'il t'en lance plein en même temps. Actuellement, c'est comme ça. Mais tu vois qu'on commence à calculer les tokens, le nombre d'entrées en sortie. Et ma question derrière, c'est, tu vois, il y a Cloud Code qui a sorti avec le dernier opus le mode Swarm, agent de Swarm. Est-ce que c'est quelque chose qui est... C'est le même principe un petit peu ça. Après, le mode Swarm, c'est que derrière, il va lui-même après lancer plusieurs agents, il va décider de lancer aussi plusieurs agents. Là j'aurais pu lui faire lancer plusieurs agents. C'est-à-dire que j'aurais pu lui dire débrouille-toi et choisis le nombre d'agents. En fait, là, c'est que comme je voulais vraiment tester mon besoin, pas mon besoin, mon test, c'est que je voulais tester si j'étais capable de lui demander un custom agent particulier, c'est-à-dire un persona particulier avec un modèle particulier et un persona particulier avec un autre modèle particulier. C'est pour ça que j'ai fait ça. Sinon, j'aurais pu lui dire en fleet, choisis le nombre d'agents. Toi, pour faire ça en parallèle. Merci. Ouais. Attends. Vas-y. Mais au final, derrière, je voulais savoir, c'est quoi, pour vous, c'est quoi la différence entre Si je pousse plus, ça va l'air. J'arrive pas à entendre. Allô, vous m'entendez? Là, c'est bien? Ouais. Oui. Du coup, je parlais avec différentes plateformes qu'on a aujourd'hui sur les IA, notamment Copilot, Claude, ou Qu'il colle un certain montant. Finalement, ces différentes plateformes utilisent le même design derrière. Et le même modèle IA. Et je voulais savoir s'il y a un intérêt d'utiliser un agent il y a plusieurs outils, il y a plusieurs agents, on utilise tous les mêmes modèles. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser l'un ou l'autre? Ben non, en fait, il faut utiliser que Copilot. Alors, plus sérieusement, ce qui se passe déjà, ça va dépendre. Qui d'entre vous a déjà créé, quel que soit l'IA que vous utilisez, a déjà créé des scripts, des instructions, des agents, etc. Alors voilà, point numéro 1, c'est ça. Tu vois, par rapport à la question tout à l'heure, quand j'ai posé la question tout à l'heure, on va dire que tout le monde utilise de l'IA pour les devs dans la salle, et il y a 10% des gens qui ont commencé à faire du context engineering. Donc le premier truc, avant de se dire quel outil utiliser, celui que vous avez, peu importe lequel c'est, apprenez à faire du context engineering. Apprenez déjà la première chose. Alors si vous avez un outil qui ne supporte pas les agents.md, les instructions,
les skills et les choses comme ça, c'est que vous n'avez pas choisi le bon. Parce que c'est comme ça qu'on influence les choses. Les démos où on fait comme celle que j'ai faite avec, comme celle que je fais avec .NET de la migration, où on met aucun contexte et que ça marche, c'est super en démo. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça qu'on va travailler, on va vraiment passer du temps. Ensuite, tu vas avoir plein de choses qui vont rentrer en compte, qui vont être le fait de supporter des multimodèles ou pas. Parce qu'en fait, si on regarde ici, GitHub Copilot va supporter des modèles qui viennent d'Anthropic, des modèles qui viennent d'OpenAI, des modèles qui viennent de GCP, des modèles qui viennent de XAI et qui pourraient être plus. Tout le monde ne va pas supporter ça. Claude ne va pas faire d'OpenAI. Anthropic ne va pas fournir OpenAI à cette partie. Donc il y a cette partie-là qui peut être intéressante, c'est d'avoir du multimodèle. Il y a d'autres. Alors là, c'est discutable aujourd'hui parce qu'on a tous tendance à faire du Claude. Mais on ne sait pas quel sera le meilleur modèle pour coder demain. Ça évolue très très vite, ça. Et c'est vraiment un concours entre... alors quand je dis le meilleur modèle, moi j'ai pas passé beaucoup de temps à travailler sur les GPT Max, etc. Et ensuite, c'est comment vous voulez travailler aussi. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'outil qui va vous convenir le mieux. Ce qui est sympa avec Copilot, c'est que c'est disponible un peu partout. Et pour les gens qui sont dans le source code et sur GitHub, tu as quand même un point qui est sympa. C'est la code revue qui est intégrée, tout ça c'est assez unique à Copilot, sinon il faut intégrer, il faut aller faire des revues ailleurs. Tu as le fait malgré tout, alors j'ai pas insisté beaucoup dessus, mais comme GitHub est la plateforme de dev sur laquelle il y a plus de devs, et comme c'est l'IA sur laquelle il y a plus de devs aussi, en fait Copilot intègre les autres outils du marché, c'est-à-dire que moi je vous ai codé mes pull requests qu'avec Copilot, mais j'aurais pu le faire avec Anthropic, Claude Code. Tu vois, là si tu es en entreprise, une partie de ton équipe a choisi de travailler avec Claude Code ou de travailler avec Copilot, ils peuvent travailler avec les deux. Mais c'est pourquoi tu utilises IntelliJ plus que VS Code, pourquoi tu utilises Eclipse, non pas Eclipse, pardon. Mais après il y a un côté... nous, en tant que dev, là je parle en tant que technicien, on va trouver ce qui nous plaît le plus. Après, tu as un contexte d'entreprise, où là tu vas avoir tout le management, la façon dont tu gères les licences, la façon dont tu gères le coût, la façon dont tu es facturé. Il n'y a pas longtemps, la plupart des startups, il fallait mettre une carte de crédit. C'est-à-dire que tu devais faire une carte de crédit temporaire de $10 000, que tu allais consommer toutes tes API, à la fin, attention, je peux plus bosser avec GitHub. Ça vient s'intégrer dans ton Mac Azure ou en facture à GitHub, Google, ça va s'intégrer à ton Mac Google. Tu vas aussi avoir cette partie-là que nous on ne voit pas en tant que technicien, mais qui sont importantes dans le choix en fait. Mais le premier point, c'est vraiment le côté commencer à utiliser le contexte. Si vous n'avez pas de contexte, quel que soit l'outil, c'est que vous ratez quelque chose. Moi, je vais faire le tirage au sort pour mon groupe. Ouais, vas-y. Ouais, je vais faire gagner 3 lots et après, on va vous donner ceux qui ont posé des questions en premier. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Il faut que je le retrouve. Tu peux arrêter l'enregistrement. S'il n'y a pas assez... Prenez qu'un seul truc par contre chacun. Normalement je les distribue, mais j'étais un peu perturbé par mes petits problèmes techniques. Et je reste là pour les questions pour ceux qui veulent. Je pense qu'on peut le dire. Pour le petit